La numérologie, est-ce que c'est une science ? Vrai. Pour moi, c'est une science et un art. Là où certains croient que ça enferme, non, ça libère. Quand tu sais qui tu es, tu peux être toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer ce stress ? Est-ce que tu as des tips ? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment dire, ok, le corps est en train de vivre une expérience, comment je peux l'accompagner à vivre cette expérience ? De se sentir équipé quelque part. Le système nerveux, il va préférer finalement la sécurité de la souffrance connue que l'insécurité que peut générer la promesse d'un bonheur inconnu. Aujourd'hui, dans En fait, on accueille Marine Corgier. Marine est enseignante formatrice. Elle transmet 3 disciplines à travers son activité, la régulation du système nerveux, la numérologie et une méthode qu'elle a elle-même développée, la télépathie quantique. Son mot d'ordre, c'est l'autonomie. Avant tout ça, Marine a travaillé pendant 7 ans en mission locale auprès des 16-25 ans. Son moteur déjà à l'époque, c'était le même. Aider les gens à ouvrir des portes qu'ils pensaient fermées. Sauf qu'un jour, c'est elle qui a eu besoin d'ouvrir les siennes. Pendant plus de 10 ans, elle a exploré, traversé le New Age, les cartes, le pendule, le Reiki, avant de tout déconstruire pour repartir autrement, sans dogme et en considérant le corps. Aujourd'hui, on va parler de pouvoir créateur, cette capacité qu'on a tous de transformer nos expériences de vie et de façonner notre réalité. On va aussi parler de ce qui se passe dans notre corps quand la peur prend le dessus, de ce que la numérologie peut révéler, de qui on est, de télépathie quantique et d'un parcours personnel qui dit beaucoup sur ce que c'est qu'avancer avec la peur. Bienvenue dans En fait. Bonjour Marine. Bonjour Éléonore. Je suis ravie de te rencontrer pour ce nouveau podcast. Merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là aussi et de venir partager toutes ces belles choses. C'est un grand plaisir. Et comme tu le sais, on a toujours l'habitude de débuter ce podcast à travers une dégustation d'un petit shot. Ouais. Donc ils sont ici sur la table. Pour ton indication, donc il s'agit d'un petit shot avec de la menthe, du raisin et si je me rappelle bien, du concombre, parce que le concombre, c'est tout ce qui permet l'hydratation cellulaire et qui apaise le système nerveux, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Ok, super. Donc, on ouvre le podcast, on trinque et on se lance. Ok, c'est parti. À la tienne. Merci, à la tienne. C'est super bon. Ouais, très très bon. On a envie d'être en été déjà. Ouais, ça fait un peu gazpacho, je me vois déjà sous le soleil. Tout à fait. Détendu, système nerveux apaisé. On en refera d'autres parce que c'est super bon. Ouais. Deuxième petit rituel du podcast, on démarre toujours avec un vrai-faux. Ouais. Un mini quiz. Je te lance des affirmations. Tu me dis si c'est vrai, si c'est faux. Tu as la possibilité de compléter si jamais tu as envie d'ajouter une petite subtilité. Ok. Grande question, Marine, la numérologie, est-ce que c'est une science ? Vrai. Pour moi, c'est une science et un art. Quand on fait une crise d'angoisse, le premier réflexe devait être de respirer profondément. Oui. Tout dépend, je pense, de l'état dans lequel on est. Pour moi, la chose la plus efficace, c'est plutôt le soupir conscient. Mais pareil, j'en reparlerai tout à l'heure. Oui, tu vas nous en dire plus parce qu'on entend souvent parler de respiration. Les soupirs, c'est encore un terme différencié. Ouais. La télépathie, c'est lire dans les pensées des gens. Vrai et faux. Ça dépend comment on l'aborde. Pour moi, ça va bien plus loin. C'est pour ça que d'ailleurs ma méthode, je l'ai appelée quantique, parce qu'effectivement, ça pourrait se résumer à lire dans les pensées des gens. Seulement, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Pour moi, ça va tellement plus loin. Oui, parce que c'est vrai que souvent, c'est un terme télépathique qu'on entend de manière isolée. Il n'y a pas quantique derrière. Exactement. Mais il y a une grosse différence parce que la télépathie, telle que moi je l'entends, elle sert à être guidée dans sa propre vie. D'accord. C'est pas en allant lire dans les pensées des gens, ce qui est déjà extrêmement intrusif et malsain à mon sens. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir être guidé dans sa propre vie. Donc lire dans les pensées, moi personnellement, je le fais pas et ça m'intéresse pas. D'accord, au moins c'est clair, les bases sont posées. Est-ce qu'on peut se connaître soi-même à partir de sa date de naissance ? On peut avoir beaucoup d'informations, donc vrai, mais ça suffit pas. D'accord. On n'est pas déterminé uniquement par notre date de naissance. Il y a plusieurs critères qui doivent venir s'ajouter et qui doivent être considérés dans cette étude-là. Exactement. La peur, est-ce un obstacle ?
Tout dépend ce qu'on en fait. J'ai pas de vrai faux. Désolée, je suis vraiment tranchée. Tout dépend ce qu'on en fait, en fait. Et tout dépend aussi de la raison de la peur. Selon comment on va se comporter face à cette peur, selon ce qu'on va en faire, selon notre manière de la traverser, elle peut être soit un obstacle, soit au contraire un catalyseur. Oui. Très juste. C'est vrai que ce que j'étais en train de me dire aussi, c'est que la peur, ça peut être aussi un obstacle quand elle amène à reproduire des comportements d'évitement qui ne permettent pas justement de voir de quoi on peut être capable. Oui, exactement. Ouais. Et tout dépend aussi de l'espace qu'on lui laisse, mais ça c'est aussi un point qu'on va aborder, parce que si justement en fait on essaye de lutter contre la peur au lieu de l'accueillir et d'en faire un allié, forcément là elle se transforme en obstacle. Tout à fait, c'est juste. Donc oui, ça peut l'être, mais ça peut aussi être quelque chose qui nous propulse à nous dépasser. Ouais, on peut pas dire vrai ou juste faux. En fait, il y a plusieurs réponses possibles. En fait, pour moi, la peur, c'est une indication d'une zone d'expansion. Elle indique une limite. Et donc, comme toute limite, elle indique aussi la zone qu'on va pouvoir agrandir. Et ça, c'est ton travail. Ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a envie de savoir qui tu es, Marine. Qu'est-ce que le pouvoir créateur ? Est-ce que tu pourrais te présenter pour débuter ce podcast pour ceux qui ne te connaissent pas ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu définirais ton activité en quelques mots ? Ce que je fais, c'est que je transmets. Je me considère toujours, c'est toujours difficile de définir et de se ranger dans une étiquette quand, par définition, on est multi-étiquette. Ouais. Mais je trouve que le terme qui me définit le mieux aujourd'hui, c'est diffuseur. En fait, ce que j'aime faire, c'est diffuser, transmettre en fait des pratiques, des outils, des connaissances, justement qui vont permettre à chacun de pouvoir retrouver ce pouvoir créateur. Moi, je pense que l'humain, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre ? Et je pense que, en tout cas, moi, une des réponses que j'ai, c'est justement faire l'expérience de ce pouvoir créateur, c'est se souvenir à quel point on a la capacité de façonner notre réalité. Et donc, moi, je transmets tout ce que j'apprends, parce que je me forme tout le temps, j'expérimente aussi, ça fait plus de 10 ans, et tout ça, je le transmets aux personnes qui sont déjà en chemin, qui ont déjà commencé ce pèlerinage intérieur, comme je dis, et qui se sentent comme enfermées dans une réalité trop petite, qui ont un appel à vivre quelque chose de plus grand, mais qui ne savent pas vraiment encore comment transformer certaines choses dans leur vie. Et je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont vraiment envie à la fois de comprendre et d'avoir des outils. L'autonomie, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre des outils, des connaissances, mais aussi des pratiques. Parce que ce qui m'intéresse au final, c'est que les gens soient à même, tout au long de leur vie, de pouvoir devenir leur propre architecte, finalement, leur propre guérisseur et aussi leur propre sauveur. Ça ne veut pas dire ne plus dépendre de qui que ce soit et ne plus demander d'aide, mais ça veut dire d'avoir toujours à portée de main de quoi avoir conscience de ce qu'on est en train de vivre et de comment on peut le transformer. Donc mon travail aujourd'hui, c'est de transmettre l'intégralité de ce que moi j'apprends au fur et à mesure et de le mettre à disposition des personnes qui souhaitent s'en saisir. Oui, pour leur permettre de continuer leur route, comme tu disais, en autonomie, seule, et puis avec le bagage nécessaire, les bagages nécessaires. Tu parlais justement de pouvoir créateur, de souveraineté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que tu entends par créer sa réalité et devenir leader de sa vie ? Pour moi, ça veut dire être en capacité de reprendre l'intégralité de la responsabilité de ce qu'on crée dans notre vie. Et je sais que ça, c'est pas facile à entendre pour beaucoup de personnes parce que inconsciemment, on fait beaucoup reposer la responsabilité de ce qu'on vit à l'extérieur de soi. Voilà, c'est le contexte qui fait qu'on va pas bien, c'est parce que telle personne nous a fait telle chose, s'est comportée de telle manière, parce qu'on a vécu ça, etc. Et souvent, en fait, sans même s'en rendre compte, on délègue notre pouvoir créateur, on délègue notre responsabilité, en fait, on la met à l'extérieur de nous et on oublie notre part de responsabilité là-dedans. Et faire ce chemin à l'inverse, je sais que c'est pas facile pour beaucoup de personnes, mais pourtant, pour moi, c'est ici que se trouve la véritable liberté. En fait, c'est de redevenir conscient, être souverain ou être leader de sa propre vie, pour moi, c'est vraiment redevenir conscient de notre part dans la création de notre existence.
En fait, on crée, on co-crée plutôt, parce qu'on co-crée avec l'ensemble des personnes qui nous entourent, on co-crée avec la vie, ce que certains vont appeler Dieu, vont appeler l'univers, la source, peu importe. Mais dans tout ça, en fait, la seule chose dont on est maître, c'est ce que nous, on crée. Notre part de responsabilité. Et moi, ça me tient à cœur. Ce que j'entends par être leader de sa vie, c'est... je pense souvent à, par exemple, un capitaine de navire. Il peut pas éviter les tempêtes. Il y a des tempêtes qui vont forcément se présenter. Il va pas pouvoir les esquiver parce que souvent on a l'impression que c'est aller bien tout le temps, être leader de sa vie, être dans son pouvoir créateur. C'est pas ça. C'est arriver à maîtriser notre posture intérieure, à maîtriser notre état intérieur. Quand on a compris que c'est notre état intérieur qui allait aussi créer, finalement, façonner nos expériences de vie. Donc c'est retourner le regard à l'intérieur de soi pour redevenir maître de ce qui se passe à l'intérieur de soi et être en capacité finalement de traverser les choses qui vont se présenter dans notre vie en restant à la barre. Parce que le capitaine du navire, il quitte jamais son navire. Il quitte jamais son navire. Quoi qu'il se passe. Il est toujours à la barre, enfin normalement. Et en fait, c'est ça, c'est être en capacité de trouver assez de solidité intérieure, d'être capable d'assumer la responsabilité de ce qu'on vit sans rejeter la faute à l'extérieur, sans dire c'est de la faute de la tempête. Oui, certes, il y a une tempête, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette tempête? Comment je l'ai traversée? Depuis quel espace en moi je la traverse? Et comment je m'en saisis peut-être pour grandir encore plus? C'est ça pour moi le pouvoir créateur. C'est vraiment un super pouvoir humain qu'on a et qui nous permet aussi de grandir toujours au travers de ce qu'on vit. Moi, j'aime bien parler de la transformation de nos chaos en miracles. Moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis toujours. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais c'est de me dire, ok, à chaque chaos, est une opportunité finalement de redistribuer les pièces et de transformer quelque chose, de vivre encore plus grand. Oui, mais c'est un petit peu tout le cycle de la vie quelque part, parce que on commence aussi, ne serait-ce que le petit enfant quand il apprend à marcher, il tombe. Ouais. Quand il apprend à faire du vélo, c'est compliqué, il tombe. Et s'il s'arrêtait au fait d'être tombé, il n'apprendrait jamais à marcher ou à faire du vélo, et etc., etc. Ouais. Et pourtant, il se relève et il essaie jusqu'à ce que ça fonctionne. Ouais. Et c'est un petit peu ce que tu vis, mais ce que tu décris, mais à travers la vie d'adulte où parfois on peut aussi se planter, on peut aussi vivre des déceptions, des situations compliquées. Ouais. Mais il y a toujours une possibilité de remonter et de reprendre la barre. Donc ce qui est important dans ton message, c'est que en fait, quoi qu'on vive, faut pas perdre espoir. Il y a toujours une solution. Toi, à travers ce que tu proposes, tu permets aussi de la trouver. Oui. Est-ce que tu as des exemples de situations où les personnes sont venues te voir ou alors ont eu besoin justement d'adhérer à une de tes formations pour quelque part reprendre leur vie en main? Un profil, un souvenir. Alors, j'ai pas de souvenir. J'ai pas d'exemple spécifique là qui me vient, mais ce que je peux retenir de tout ce que je vis avec les personnes que j'accompagne ou à qui j'enseigne, c'est que vraiment, pour moi, il y a deux choses qui sont ultra importantes quand justement on veut arriver à transformer les choses qui nous arrivent finalement et à revenir dans cette juste posture. C'est à la fois la conscience, c'est-à-dire la prise de recul, la prise de distance pour s'extraire de toutes les histoires qu'on est en train de se raconter qui finalement nous enferment dans une réalité. Donc cette prise de recul, cette prise de distance, pour moi c'est la première chose, c'est se détacher de l'interprétation qu'on a de ce qu'on est en train de vivre. Pour moi la réalité elle est neutre. Factuellement il est en train de se passer ça et c'est 100% neutre. La vie elle est neutre. Elle n'est pas bonne ni mauvaise, elle est. Point. Pour moi. Je précise aussi que tout ce que je dis là dans ce podcast, c'est ma vérité, mais c'est pas une vérité bien générale. Sûr. J'aime bien quand même le redire. Et donc, pour moi, cette prise de distance, elle est vraiment la première chose. Et je vois que ça débloque déjà beaucoup de choses quand les personnes arrivent à s'extraire de ça. Moi, c'est ce que je fais avec la télépathie. C'est ce à quoi j'invite en télépathie quantique. C'est justement, on va prendre de la hauteur et on va voir s'il n'y a pas une autre interprétation de ce que tu es en train de vivre que l'interprétation que tu es en train d'avoir de ce que tu vis. Et ça, déjà, en fait, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Parce qu'on ne se cantonne plus à « je comprends que je suis en train de vivre ça », mais on s'ouvre à une nouvelle lecture.
D'accord. Donc ça, souvent, c'est déjà quelque chose qui transforme énormément de choses dans l'expérience de vie de la personne. Et puis, il y a aussi, pour moi, la compréhension, le sens. Donc, par exemple, avec la numérologie, ou même avec le système nerveux, quand je comprends ce qui est en train de se jouer en moi, soit dans mon corps, quand je parle du système nerveux, ou soit au niveau de mon identité, de mon fonctionnement, quand je mets de la lumière là-dessus, de la clarté, c'est pareil, ça va beaucoup mieux. On le dit, je crois que 90% de ce qui est inconscient nous dirige. Il me semble que c'est un chiffre à peu près comme ça. Donc dès que quelque chose redevient conscient, forcément, ça nous dirige moins. Donc cette lumière, cette clarté, cette connaissance, cette compréhension, déjà aussi, ça participe vraiment à la transformation. Et pour moi, ce sont, même si là, j'ai pas un exemple concret, mais c'est déjà 2 éléments qui permettent aux gens de pouvoir commencer à amorcer vraiment une grosse transformation intérieure. Et généralement, le besoin justement d'amorcer cette transformation-là, est-ce que elle part d'un besoin professionnel, d'un besoin affectif Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, de manière récurrente, ça provient de quoi exactement Souvent, c'est des personnes qui se sentent en décalage avec leur propre vie. Donc, d'accord, une vie de manière générale. De manière générale. Après, comme moi, de par mon parcours, j'ai une appétence pour tout ce qui concerne plutôt la vie professionnelle. Souvent, c'est forcément là où ça m'emmène, parce que j'aime bien aussi aborder ces sujets-là, notamment avec la numérologie. J'aime bien parler de la vie professionnelle et de l'alignement professionnel. J'ai souvent des personnes qui viennent à moi et qui me disent, je me sens plus du tout à ma place dans mon travail, j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de gâcher mon potentiel. Donc ça peut passer par là, mais c'est comme s'il y avait un décalage entre ce que vit la personne et ce qu'elle aspire à vivre. Et souvent, il y a 2 problématiques que je rencontre, c'est soit des gens qui du coup aspirent à vivre autre chose mais ne savent pas quoi. Donc là, il y a besoin de clarté sur ok, je suis pas bien là où je suis, mais je sais pas où je voudrais être. Ouais. Ou des personnes qui, à l'idée de changer, vivent encore trop d'insécurité et justement ces insécurités vont les bloquer. Oui, il y a 2 axes dans ce que tu dis. Quelque part, c'est à la fois l'axe professionnel et peut-être aussi même un besoin de compléter une fois que toi, tu as creusé la chose avec la personne via un bilan de compétences pour vraiment cibler si elle a besoin de se réorienter professionnellement ce vers quoi elle aspire. Et il y a ce côté un peu plus affectif. Ouais. Un peu plus émotionnel, où mes émotions, ma confiance en moi me restreignent à voir plus grand. Ouais. Et pourtant, j'en suis capable. Oui, il y a ça, il y a la confiance en soi, mais il y a aussi la confiance en la vie, ce qui s'appelle la foi avec un grand F, qui n'a rien de religieux. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qui demandent à se renforcer, et là, souvent, ça passe par le corps. Oui. C'est souvent au niveau du système nerveux déjà, parce qu'il y a la connaissance, la compréhension de soi, mais tout ça, c'est bien beau, mais ça reste mental. Et si le corps n'est pas prêt à recevoir ça, et si la sécurité intérieure biologique n'est pas suffisamment forte, c'est compliqué d'avoir la foi, et c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Ouais, donc il faut venir faire concorder à la fois le mental et le corps. Pour moi, oui. Et puis tu parles de confiance en soi, et c'est vrai qu'il y a un âge de la vie où tout ça peut être bouleversé, c'est à l'adolescence. Oui. Pourquoi je dis ça ? Parce que toi, tu as travaillé pendant 7 ans en mission locale auprès d'un public relativement jeune, les 16-25 ans. Donc à 25 ans, on n'est plus adolescent, mais à 16 ans, on l'est encore, et tout doucement, vers partir de la vingtaine, on glisse vers un âge plus adulte. Comment est-ce qu'on passe justement d'un accompagnement comme celui-ci, on oriente les jeunes vers la transmission de la numérologie, de la télépathie, de la confiance en soi ? Eh ben, en fait, le glissement s'est fait naturellement. Comme tu le disais en intro, moi, mon moteur, ça a toujours été de transmettre des clés. Et quand je travaillais en mission locale, donc c'était un cadre très conventionnel, c'était une structure d'État, et moi, j'accompagnais, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est justement d'aider les jeunes, en tout cas, de leur permettre d'ouvrir le champ des possibles. Parce que, sans faire de débat sur l'orientation professionnelle, etc., mais les jeunes sont peu accompagnés, ils sont souvent très conditionnés par leurs résultats scolaires, voilà, t'as tel résultat, donc tu vas aller dans telle filière, ou alors les parents qui choisissent pour eux, en fait. Et finalement, ils savent plus faire de choix. Ils savent pas comment on fait un choix, ils se connaissent pas. Or pour moi, la base de tout projet de vie, que ça soit un projet pro ou n'importe quoi dans notre vie, c'est la connaissance de soi.
Donc j'ai énormément travaillé sur ce socle-là, se connaître, prendre conscience de ses freins, de ce qu'on aime. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils aiment. Quand on leur dit qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui te procure de la joie, ils savent pas répondre. Donc il y a tout ce travail vraiment de connaissance de soi qui est aussi ce que je fais aujourd'hui. Donc, tu vois, ça a été un glissement finalement. Et puis là où je les accompagnais aussi, c'était à explorer, parce que je trouve que c'est super important dans la vie d'explorer, c'est qu'en explorant que tu te découvres, que tu te connais, que tu sais ce que tu veux pas. Et puis, ouvrir le champ des possibles, c'était s'autoriser justement à ouvrir des portes qui semblaient fermées. Et on se questionnait beaucoup, moi je les invitais toujours à se questionner sur leur posture dans la vie justement, dans leur vie professionnelle. Quand je suis en train de chercher un emploi par exemple et que je me fais recaler 10 fois en entretien, est-ce que je suis victime ou est-ce que je suis souverain? Où est mon pouvoir créateur? Où est la part de mon pouvoir créateur? Depuis quelle posture je peux vivre ces expériences? Comment je peux m'en saisir pour grandir? Donc je les invitais beaucoup à se questionner, même dans leur vie quotidienne, sur quoi ils ont la main et sur quoi au contraire ils remettent leur destin dans des mains extérieures. C'est pas de ma faute, j'y peux rien. Oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai pas assez d'expérience, machin. Ok, factuellement c'est vrai, du coup tu fais quoi de ça? Donc c'était déjà au cœur de mon travail. Mais bien évidemment, c'était très conventionnel. Et puis je me suis beaucoup formée. Je me suis formée en programmation neurolinguistique. Je me suis formée à l'ADVP, l'activation du développement vocationnel et personnel. D'accord. Franchement, j'ai fait des tas de formations pour me perfectionner dans ma compréhension de l'humain, de ses mécanismes et de comment l'accompagner au mieux, dans quelle posture la plus juste je pouvais l'accompagner. Et parallèlement, je m'intéressais et je me formais à d'autres choses qui étaient beaucoup plus ésotériques. J'ai commencé à me former, je me suis formée en numérologie en 2016, puis je me suis formée au Reiki, j'ai pratiqué le pendule, je me suis formée au magnétisme, je me suis formée au channeling. Enfin, en parallèle, je développais un côté très ésotérique. Donc ça faisait un bon équilibre entre des choses hyper terre-à-terre et hyper conventionnelles, et puis des choses très perchées, entre guillemets. Ouais. Et moi, à côté de ça, je commençais à développer mes propres consultations, mais le fil conducteur, c'était le même, en fait. C'était avoir des clés pour se saisir de ce qu'on vit. Et donc après, petit à petit, le glissement s'est fait. Je suis devenue maman, et puis quand je suis retournée au boulot, je me suis dit, ouais non, je suis plus à ma place, il est temps de sortir un peu du cadre, et puis j'ai glissé totalement dans ce que je fais actuellement. Oui, mais c'est un beau parcours, et puis tu as accumulé beaucoup d'outils, il fallait pouvoir les utiliser à bon escient. Oui. Donc, je reviens un petit peu sur le système nerveux, qui est le noyau de ton activité. Tu dis que c'est lui qui génère 80% de nos pensées et de nos croyances, et que quand il est en mode survie, tout se referme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça donne concrètement dans le quotidien de quelqu'un qui a ce système nerveux comme ça figé? Ok. Alors déjà, peut-être c'est important de préciser ce que c'est que le système nerveux. Tout à fait. Et à quoi il sert, entre guillemets, quelle est sa fonction. Quand je parle de système nerveux, je parle du système nerveux autonome. Donc c'est une branche du système nerveux. Et en fait, notre système nerveux autonome, c'est comme l'alarme de notre corps. Donc déjà, c'est important de comprendre que notre système nerveux, la seule chose qu'il veut, c'est notre survie. Il veut pas notre bonheur. Donc il va toujours nous emmener vers... en fait, sa fonction, c'est de nous protéger. C'est-à-dire qu'il scanne en permanence tout notre environnement extérieur et notre environnement intérieur pour détecter la moindre source de danger. Quand je parle de danger, c'est pas forcément un danger vital, c'est un danger de souffrance. Et souvent, nous, dans notre vie, parce que le danger vital, on n'y est pas forcément confronté, c'est plutôt un danger de souffrance émotionnelle. Oui, ok. Et donc, dès qu'il va détecter la moindre menace, il va faire en sorte de nous protéger. Il va mettre en place du coup des mécanismes de protection, et c'est souvent ce qu'on appelle auto-sabotage. Tu sais, quand on veut quelque chose dans notre vie, et on le touche du doigt, puis finalement on l'a pas. Et on se dit, ah ouais, je m'auto-sabote. Mais en fait, quand on parle d'auto-sabotage, on a l'impression que c'est comme si on faisait quelque chose qui allait contre nous-mêmes. C'est pas le cas en fait, c'est au contraire. C'est un super mécanisme qui vise à nous protéger. Heureusement qu'on l'a. Le problème, c'est que ça nous éloigne de nos rêves. Le système nerveux, il va répondre à nos peurs, il va faire qu'on va répondre à nos peurs et pas à nos rêves. Nous, on a un objectif de vie, c'est-à-dire voilà ce que je veux vivre. Lui, il a un objectif de survie. Et les études qui ont été faites ont montré que à 80%, comme tu le disais, c'est l'état du système nerveux qui va générer nos pensées. Ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, qu'on essaye de travailler uniquement sur notre mental, sur notre
psychisme, je sais pas si le mot est juste, mais Mhm. en fait, on a une marge de manœuvre seulement de 20%. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui vont voir un coach, etc., qui travaillent leur fameux mindset. Mhm. Mais en fait, comme ça représente que 20%, selon les études qui ont été faites avec le système nerveux, alors, la marge de manœuvre est très réduite. Quand tu travailles avec ton système nerveux, du coup, tu travailles sur 80% de ce qui se passe dans ta tête, au final. Donc, l'état de notre système nerveux va générer ce fameux mindset à 80%, et donc nos systèmes de pensée, nos systèmes de croyances, notre état émotionnel, et donc aussi nos expériences de vie. Quand il est dérégulé, ce qui est le cas de la plupart des gens, dérégulé, ça veut dire qu'il ne sait pas passer d'un état à l'autre de manière adaptée. Le système nerveux, en gros, je vais faire très très simple, il peut être soit en mode sécurité, et là, dans ce cas-là, on est ouvert à la vie, on est confiant, on est dans une forme d'accueil, c'est là où on peut développer la foi, c'est là où on peut ressentir l'amour, la joie, c'est là qu'on est en connexion avec l'autre, on est vraiment dans cette posture d'ouverture. C'est le fameux champ des possibles. Oui. C'est là où finalement, on est en capacité de se dire, ok, c'est là où on est souverain. C'est là où on peut se dire, peu importe ce que je traverse, j'ai tellement de solidité à l'intérieur que je sais que je peux traverser. On a confiance. On a confiance. Et on est sécure. Ouais, on est sécure. Et quand il est en insécurité, il y a plusieurs modes, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va durer trop longtemps. Quand il est en insécurité, en fait, sachant qu'il y a 90% de la population qui vit en insécurité sans même le savoir, quand il est en insécurité, c'est comme si tout se referme parce que justement, en fait, il va avoir du danger partout. Et donc souvent, ça va se caractériser par de l'hypervigilance, tu vois. Ça peut être une forme d'hypervigilance. Ça peut être un sommeil agité ou un sommeil pas réparateur. Ça peut être une prise de poids. Ça peut être de l'anxiété. Ça peut être du stress. Ça peut être du figement. Tu parlais de figement tout à l'heure aussi. Le figement, c'est quand, au niveau du système nerveux, on a un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. C'est les deux modes du système nerveux. Tu as le frein et l'accélérateur. Le sympathique et le parasympathique. Quand tu appuies sur les deux, c'est pareil que dans ta voiture, ça bouge fonctionne pas. C'est à fond, mais ça fonctionne pas. Donc il y a une véritable dichotomie, en fait, c'est-à-dire ou noir ou blanc, mais il faut pouvoir réguler tout ça, et toi, tu as les tips. Ouais. En fait, le tout avec le travail avec le système nerveux, c'est d'arriver à capter ce qui est en train de se passer là, pour toi. Et ça, tu peux le savoir quand... déjà, tu es à l'écoute de ton corps. Tu vois, si tu sens des tensions, par exemple, tu sens que tu es tendu vers le haut, que tu es crispé. Tu vois, tu as les épaules remontées, tu as la nuque plutôt crispée, tu vois, pas très mobile. Là, tu sais, par exemple, que c'est une activation sympathique. Donc, c'est le mode stress, en fait. C'est une mise en mouvement de tout ton système. L'objectif, c'est générer de l'énergie pour pouvoir soit fuir, soit combattre. Le fameux mode combat-fuite, peut-être que des gens en ont entendu parler, ceux qui nous écouteront. Et donc, en fait, en ayant cette lecture de ton corps et de tes pensées, parce que c'est pareil, ça va générer les histoires que tu te racontes dès que tu vas dire « Ah, j'en ai marre, c'est trop compliqué, je suis fatiguée ». En fait, toutes ces histoires que tu te racontes vont te permettre de reconnaître le mode dans lequel t'es. Et à travers ça, tu vas savoir comment toi, tu peux t'accompagner dans ce moment-là. D'accord. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. C'est, comme je disais, redevenir son propre guide, son propre sauveur, sa propre ressource. C'est ok, je suis conscient de ce qui se passe, j'ai des outils à portée de main, je vais choisir le bon outil pour m'accompagner, pour accompagner mon corps à traverser ce moment inconfortable. Et ça, déjà, c'est juste énorme. C'est vraiment énorme quand on a ça. Oui, faut réussir par commencer à écouter ces symptômes. Ouais. Alors Marine, tu disais justement que savoir écouter son corps, c'est aussi savoir écouter nos alertes, nos émotions. Le corps parle notamment à travers certaines tensions qui peuvent s'inscrire sur lui, en lui. Tu parlais du haut du corps, des épaules, des cervicales. Alors, le plus dur après, je pense, c'est on est stressé, on a une tension, ça signifie que le système sympathique prend un peu plus le dessus sur le système parasympathique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer ce stress et par conséquent de diminuer toute cette tension? Est-ce que tu as des tips? Ouais. Alors, je vais donner une réponse en demi-teinte parce que
En fait, il y a plein, et c'est ce que je transmets dans mon programme qui s'appelle Je choisis la vie, justement, où on a toute cette compréhension du système nerveux. On va vraiment en profondeur dans chacun des états pour le connaître sur le bout des doigts, le reconnaître quand il se présente et savoir s'accompagner à travers ça. Et comment on s'accompagne? Surtout avec des exercices somatiques. Donc c'est important d'avoir à portée de main une boîte à outils de plein de pratiques qui vont être adaptées à l'état qu'on est en train de vivre, justement pour pouvoir accompagner le corps. Et je précise bien que ce qu'on veut, nous, c'est pas éteindre l'incendie, c'est vraiment, c'est pas dire ah cet état me dérange, je suis dérangée d'être en état de stress, donc vite je vais étouffer le truc. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment dire ok, le corps est en train de vivre une expérience, comment je peux l'accompagner à vivre cette expérience. De se sentir équipé quelque part. De se sentir équipé, exactement. Et donc quand tu as une activation sympathique, donc une montée de stress ou d'anxiété, il y a des exercices qui vont permettre de faire circuler toute l'énergie qui est générée, puisqu'au final, biologiquement parlant, c'est une sécrétion d'adrénaline, de noradrénaline, de tout un tas de substances finalement. L'idéal, c'est que ces substances soient évacuées rapidement pour qu'elles ne restent pas dans le corps, parce que le corps met énormément de temps à les métaboliser. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est dire, ok, là, il y a un état d'activation, comment on peut accompagner le corps au travers de ce qu'il vit. Et les exercices somatiques, c'est finalement des choses très simples. Le tout, c'est de savoir lequel utiliser en fonction de l'état qu'on subit. Juste, on a beaucoup parlé de l'état sympathique, donc qui correspond au stress, à l'anxiété, à cette montée d'énergie, on le sent dans le corps, soit dans le haut du corps, soit dans le bas. Et là, c'est plutôt le sympathique fuyant, quand on a les jambes qui bougent. En fait, le corps a envie de s'enfuir. Oui. Tu vois, là, il a plutôt envie de combattre, il se sent menacé. Quand tu sens que c'est plutôt les jambes qui s'activent, c'est l'envie de fuir. Oui. Donc là, tu peux déjà reconnaître. Et déjà ici, tu vas pas forcément faire la même chose pour accompagner ton corps s'il a envie de fuir ou pour l'accompagner s'il a envie de combattre. Donc l'idée, ça va être de faire circuler l'énergie. Mais on n'a pas parlé d'un autre état dont on parle le moins parce qu'on parle beaucoup de stress et d'anxiété, mais l'état parasympathique dorsal, ce qu'on appelle vagal dorsal, qui est cet état d'effondrement, ou au contraire, et ça c'est l'état qui correspond à ce qu'on appelle l'état dépressif. D'accord. C'est l'état où on n'a plus d'énergie, où on n'a plus confiance en rien, où on se sent totalement impuissant, on a les idées noires, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, on a l'impression finalement que tout est sans issue, et on se sent totalement désespéré. Et en fait, dans cet état-là, on va pas du tout utiliser les mêmes exercices, parce qu'ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est au contraire se reconnecter au corps et remettre du mouvement dans le corps. Là où, dans une activation de stress ou d'anxiété, on va vouloir calmer le corps, on va vouloir freiner, quand on est en état dorsal, donc je dis effondrement, état plutôt dépressif, etc., et ici, on va vouloir remettre de l'énergie dans le corps. Ouais, faire revenir la motivation, quelque part. Exactement. Et donc, tu vois, du coup, on va pas du tout utiliser les mêmes pratiques somatiques en fonction de l'état. C'est pour ça que la première chose, c'est déjà de savoir dans quel état on se trouve. Quelle est l'expérience qu'on est en train de vivre. Et pour revenir sur l'état de stress, d'anxiété, parce qu'on va pas se cacher, c'est quand même la majorité des gens, dont je fais partie, qui sont très, très facilement activés dans cet état-là. La première chose, c'est, comme je le disais, d'écouter ce qui se passe dans le corps. Et donc, pas forcément tout de suite avoir recours à un exercice somatique, mais déjà répondre aux besoins du corps. Ok. Ça veut dire, t'as soif, tu bois. T'as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. T'as besoin de te lever, tu te lèves. T'as faim, tu manges. Parce qu'en fait, chaque besoin du corps qui n'est pas écouté crée une insécurité. Alors, soit crée un état de survie, soit va l'amplifier s'il est déjà présent. Donc déjà, en faisant toutes ces choses toutes bêtes, c'est-à-dire, voilà, je réponds aux besoins de mon corps, je vais déjà diminuer mon activation sympathique. Une déshydratation, même minime, en fait, elle va activer ton corps en mode stress. Tu vois, donc ça passe déjà par ces choses-là. Et en termes d'exercices somatiques, des choses que tu vas pouvoir faire, je parlais du soupir tout à l'heure. Oui. Typiquement, le soupir, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Je crois qu'on soupire à peu près naturellement 70 fois par jour. Donc nous, on a, culturellement parlant, on trouve que c'est mal poli de soupirer, alors qu'en fait, c'est le corps qui est en train de se réguler. D'accord. Soupirer, moi, c'est vraiment mon truc SOS, c'est-à-dire quand je sens que ça monte... Oui. L'expiration stimule le système parasympathique, c'est-à-dire que ça va freiner l'organisme. Oui, puis ça veut pas forcément dire oh là là, tu m'embêtes, oh là là, j'en ai marre. Ça peut, voilà, je me prépare, je suis prêt à affronter, on y va, je prends des forces.
Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, soupirer, quand tu sens cette montée de stress, bah, c'est la première chose à faire. En plus, ça peut être relativement discret. Et si tu veux augmenter les effets du soupir, tu peux aussi l'accompagner avec les épaules, tu vois. Et relâcher, bon là je peux pas du coup, mais l'idéal c'est d'être debout et de relâcher les bras, tu vois, de vraiment faire une pression avec les épaules et ça relâche aussi, tu vois, le corps. Et ça, c'est des choses, mais toutes bêtes, qui déjà réduisent ton niveau de stress. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais en baissant la tête. Et au moment où j'expire, je baisse la tête et je sens toutes les tensions au niveau de la nuque qui retombent. Et ça fait un bien fou. Ouais, c'est très... En fait, le corps, il sait faire. Et donc, tu vois, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est laisser le corps faire. Il y a quelque chose qui fonctionne hyper bien, c'est le mouvement intuitif. Oui, qu'est-ce que c'est exactement le mouvement intuitif ? C'est, alors, tout dépend du contexte dans lequel on est, mais c'est laisser le corps parler, tu vois, c'est le laisser bouger. Parce qu'au final, le corps, on passe notre temps à le contraindre. Tu dois rester assis parce que tu es en train de bosser devant ton PC, donc c'est juste pas du tout naturel. Tu as envie d'aller aux toilettes, mais il faut que tu finisses ta tâche. Donc bah, finalement, tu crées un mini-stress. Tu es assis sur le bord de ta chaise parce que t'es pas confortable, donc tu rajoutes du stress. Tu es dans un vêtement qui est trop serré, ou des chaussures trop petites, ou tu vois, un truc pas confortable. Et en fait, tout ça, ça s'accumule et ça crée un état d'anxiété. Tu te rends pas compte. Et donc la première chose, c'est de laisser le corps... De lâcher ses contraintes et de le laisser faire. Si tu regardes les enfants, ils savent super bien faire ça. Ils bougent partout. Souvent, c'est parce qu'ils ont de l'énergie sympathique, justement, à faire circuler. On a tous vu des enfants se balancer, faire des trucs comme ça. Bon, pareil, c'est mieux quand t'es debout, mais tu sais, ils se remuent sur eux-mêmes. En fait, c'est des mouvements, pareil, qui sont là pour réguler le système nerveux. Donc, c'est prendre un espace pour autoriser son corps à se déplacer comme il l'entend, à faire ce dont il a besoin. Peut-être se tourner, lever les bras, se tortiller, se baisser, se pencher la tête. Mais le mouvement intuitif, c'est-à-dire je ne cherche pas à contrôler le mouvement, je laisse faire mon corps ce qu'il a besoin de faire à ce moment-là pour se réguler lui-même. Parce qu'il sait faire. Tu vois ? Oui, il y a un point super important dans ce que tu dis, c'est que parfois aussi l'anxiété, c'est pas le résultat d'une situation, c'est le cumul de toutes petites choses qu'on prend plus le temps de faire. Exactement. Ouais. Ces choses sont tellement naturelles que c'est important de les remettre au premier plan. Complètement. En fait, c'est une hygiène de vie. Et après, le truc, c'est qu'on se dit « Ah, je suis anxieux, je comprends pas ». Puis on cherche la cause. Et en fait, on trouve une cause, mais ça va pas mieux. Mais oui. Parce que en fait, souvent, il n'y a pas une seule cause. Et si on s'attache à chercher le pourquoi, souvent on passe à côté, parce qu'à la limite, il faut chercher le déclencheur, bien évidemment. C'est un des autres points que je voulais aborder, c'est que l'idée, c'est pas de vouloir fuir absolument l'état qui est inconfortable, comme je le disais, mais il faut bien évidemment, en parallèle, aller chercher le déclencheur. Tu vois, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'active, ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Pourquoi mon corps perçoit une menace ici, alors qu'en fait, je veux dire, ma raison, là, je sais qu'il n'y a pas de danger pour moi. Mais comment ça se fait que mon corps ressent un danger dans cette situation-là ? Bien sûr. Donc l'idée, c'est d'aller, bien sûr, aller observer ces déclencheurs, les comprendre, les travailler. Ça, c'est super important. Et je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est un petit peu l'organisation d'une poupée russe, c'est-à-dire on ouvre. Oui, et on sait pas ce qu'on va trouver. Voilà, et on sait pas ce qu'on va trouver, mais la dernière poupée, c'est un petit peu le déclencheur. C'est-à-dire que voilà, on passe en revue toutes les situations pour comprendre comment on fonctionne. Mais faut comprendre aussi ce qui va venir générer cet état-là. Et c'est là où peut intervenir, peut-être tu vas nous dire, mais ton deuxième wagon, donc le premier wagon, c'est la régulation du système nerveux et la compréhension individuelle du fonctionnement du stress. Et puis, il vient se positionner la numérologie. Toi, tu dis, avec la numérologie, on revient à son identité originelle. C'est quoi cette idée de retrouver qui on est vraiment au-delà de nos conditionnements, justement ? La numérologie, c'est vraiment, comme je le disais dans le vrai faux, pour moi, c'est une science et un art qui permet de revenir à notre configuration d'origine, à notre paramétrage d'origine. J'aime bien proposer, supposer, parce qu'en fait, j'ai pas de preuves, mais supposons
comme beaucoup de gens le croient, qu'on est une âme qui est venue s'incarner dans un corps pour faire une certaine expérience, peu importe qui a déterminé cette expérience, si c'est des guides, Dieu ou soi-même. Chacun est libre de ses croyances, mais si on s'est incarné dans ce corps-là pour venir faire une expérience spécifique, du coup, pour faire cette expérience, on a besoin d'une configuration un petit peu comme un ordinateur, tu vois. Il va être paramétré d'une manière en fonction de ce que tu vas faire avec. Et donc, on a plein de paramétrages finalement. Ça pose la question du libre arbitre. Est-ce qu'on est vraiment libre ou pas ? Parce que, tu vois, si tu vas éclairer ton identité depuis l'astrologie, tu vas comprendre certaines choses de ton fonctionnement. Si tu l'éclaires depuis la numérologie, tu vas comprendre d'autres choses. Alors souvent, ça s'imbrique, ça se complémente. Tu as aussi le human design, tu as plein de sciences qui finalement étudient comment on est conçu. Et la numérologie en fait partie. Et l'idée, c'est de se dire, plus je vais pouvoir vivre depuis mon paramétrage d'origine, donc en exploitant pleinement mes talents, en étant conscient de tous mes fonctionnements, plus je vais vivre depuis cet espace-là pour faire l'expérience que je suis venue vivre, plus je vais pouvoir être libre finalement de créer ma vie et de vivre une vie alignée. En tout cas, bien plus que si je vis depuis un être conditionné et contraint, parce que souvent c'est ça. Alors les gens me disent souvent oui, mais la numérologie ça enferme, parce que oui, il y a des chemins de vie de 1 à 9, etc. On se résume pas qu'à ça, bien sûr que non. Parce que les nombres qui nous composent, il n'y a pas un nombre, c'est ce que je disais, on n'est pas déterminé par notre date de naissance. En fait, c'est un ensemble de nombres qui forment un système, c'est systémique, hein. Et on analyse tous les nombres qui composent l'identité d'une personne, les interactions entre ces nombres. C'est comme le corps, c'est systémique, hein. Comme tout, comme la vie est systémique, la numérologie, c'est systémique aussi. Et en fait, quand on analyse de tout ça, on a la cartographie, le mode d'emploi vraiment de la personne. Là où certains croient que ça enferme, non, ça libère. Parce que quand tu sais qui tu es, tu peux être toi. Et tu peux arrêter d'être quelqu'un que tu n'es pas. Typiquement pour répondre à tes parents, à ce que tes parents attendent de toi, à ce que la société attend de toi, à ce que ton patron, à ce que l'école attend de toi. Et finalement, tu dévies de ta route. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on dévie, qu'on s'adapte et qu'on finit par ne plus savoir qui on est. Oui, et c'est là où en fait, ça rejoint ce que tu disais, on saisit mieux origine vs conditionnement. Exactement. À la base, je suis quelqu'un, je ne suis pas conditionnée par qui que ce soit, même pas par mes parents. Ouais. Et puis petit à petit, en fait, je grandis et la vie me conditionne. Donc je change. Ouais. Donc à travers l'étude de la numérologie, c'est essayer de se retrouver soi-même. Exactement. Et c'est s'autoriser à être l'expression la plus juste de notre essence. L'expression la plus juste de notre être, en fait. Et du coup, ça te permet de pouvoir te guider, t'orienter. Moi, la numérologie, pour moi, c'est une boussole. C'est-à-dire qu'à chaque fois que t'es un peu perdu, les gens à qui j'ai fait des consultations, ils réécoutent leur thème régulièrement, parce que dès qu'ils sont perdus, ils reviennent à qui ils sont pour se rappeler, finalement. S'ils ont envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Mais si tu veux, ça leur permet de s'orienter dès qu'il y a des choix à faire. Et notamment, pour la vie pro, c'est génial. Parce que ça te permet de t'aligner et de te dire, ok, voilà où sont mes talents, voilà où sont mes zones d'excellence, voilà en gros les grandes choses pour lesquelles je vais être douée, pour lesquelles je vais avoir des facilités. Après, est-ce que j'ai de l'appétence pour ces choses-là ? Ça, c'est une autre histoire. L'idée, c'est pas non plus de se dire « Ah mon thème me dit ça, donc je fais ça ». Non, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que je peux tirer de ce qu'il en ressort à ce moment-là de ma vie, quelque part ? Est-ce que je peux choisir ça comme étant une guidance momentanée ? Exactement. Ouais, c'est ça. Ce que je te propose, si tu as envie, c'est qu'on fasse un petit exercice. Je peux rapidement faire quelques calculs pour tirer quelques nombres de ta matrice. Alors, je peux pas faire le thème complet parce que c'est un gros boulot. Ça prendrait du temps. Ça prend du temps d'analyse. Moi, je fais tout à la main et puis ça prendrait du temps de restitution. Mais ce que j'aime bien faire et que je fais aussi dans mes programmes, c'est une petite analyse spontanée, c'est-à-dire avec simplement quelques éléments. Je peux déjà t'apporter une lecture de tes fonctionnements inconscients, de peut-être tes contradictions internes, parce que ce qu'on repère souvent, c'est les ambivalences. Les gens, ils ont l'impression, mais je suis comme ça, mais en même temps, je suis comme ça, je comprends pas. Et en fait, tout s'explique parce que souvent, c'est exactement comme ça que t'es venu être. Et le savoir permet aussi de l'accepter et de savoir comment on peut le vivre, comment on peut mieux vivre avec. Donc, ce que je te propose, voilà, si t'as envie, c'est d'aller avec plaisir, je suis très curieuse. Alors, on y va. Ok. Et donc là, du coup, je crois que t'as fait un petit calcul.
Oui. C'est ça? Ouais, Donc, Oui, j'ai pris le temps de faire le petit calcul. Donc, et encore une fois, c'est une analyse qui est spontanée, c'est pas préparé. Et bien sûr, c'est pas complet, hein, je le précise. Donc, j'utilise juste, et peut-être qu'on peut montrer à l'image, ton chemin de vie qui correspond à ta date de naissance. C'est l'addition de tous les nombres de ta date de naissance. J'utilise ton nombre d'expressions. Le nombre d'expressions, en fait, c'est l'addition des valeurs numériques des lettres de ton prénom de naissance et de ton nom de famille de naissance. d'accord. D'accord? Toi, en l'occurrence, tu as plusieurs prénoms. Moi, pour calculer le nombre d'expressions, j'utilise ton prénom principal et ton nom de famille. D'accord. Il y a d'autres Ok. numérologues qui utilisent tout. Toi, c'est ta technique. C'est intéressant de le savoir, tout est juste. Je précise aux gens qui ont peut-être entendu qu'on le calculait autrement. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez appris est faux, mais voilà, c'est chaque numérologue a ses pratiques et toutes sont vraies et justes. Donc j'utilise donc ton chemin de vie, ton nombre d'expressions qui sont vraiment les deux piliers de ton identité. C'est ce sur quoi va se bâtir vraiment ta personnalité, ton fonctionnement, ce en quoi tu vas être doué, ce qui pourrait te freiner éventuellement aussi. Et j'utilise aussi quelque chose qui s'appelle la grille d'inclusion. Donc Ok. là, j'ai pris toutes les lettres de toute ton identité complète, les valeurs numériques, je les ai répertoriées dans un tableau, et ça va m'indiquer vraiment tes traits de fonctionnement, tu vois, tes fonctionnements inconscients, et justement ces fameuses choses aussi qui vont être tes zones d'expertise, tes besoins aussi, ou les choses qui pourraient te freiner. Ok ? Donc je prends juste un petit temps pour bien regarder tout ça. Donc ton chemin de vie, c'est le 3. Ton nombre d'expression, c'est le 7. Donc déjà, juste par rapport à ça, je vais te dire à quoi correspond le 3. Le 3, c'est celui qui est là pour transmettre, pour partager. Donc c'est tout ce qui concerne la communication, l'expression, la créativité. Donc on a quelqu'un en général qui a beaucoup d'idées. Moi, dans ta grille d'inclusion, ce que je vais voir, c'est la case 3. Tu vois, je vois que tu as 4 lettres en 3. Ça m'indique que tu es quelqu'un qui sait se livrer. T'as pas de mal à parler de toi, à exprimer. Et il y a chez toi, dans ta créativité, un besoin de structure. C'est-à-dire que t'as des créatifs qui partent dans tous les sens, qui vont pas forcément concrétiser leurs idées. Toi, on sait que tu concrétises tes idées, parce que le 4, c'est le nombre de la structure. D'accord. Donc ta créativité, elle est structurée, elle est comme rationalisée, tu vois, il faut qu'elle prenne forme dans la matière. Un peu trop même. Hein. Ah ouais. Mais je vais t'expliquer pourquoi, ça c'est ton 7. D'accord, ok. Donc le 3, c'est l'archétype de l'enfant, tu vois. Donc l'enfant, il est créatif, il a besoin d'exprimer, il a besoin de vivre librement, il a besoin de joie, d'amusement. Donc l'amusement, la joie, le plaisir, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour toi. D'autant que tu as 4 lettres en 3, donc tu as quand même beaucoup de 3, on va dire, par rapport à la plupart des personnes. Donc tu es certainement quelqu'un qui a plein d'idées tout le temps, qui a besoin de les exprimer, d'aller au bout. Et pour qui la notion, je te dis vraiment, de plaisir, de joie, d'amusement va être hyper importante. Ça va être quelque chose de central pour toi. Et tu me diras, hein, bien sûr, si ça te parle ou pas. Et puis ton nombre d'expressions, c'est le 7. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le 7... Alors, je pourrais pas dire que c'est l'opposé du 3, mais presque. Le 3, si tu veux, il est très... il est dans le rayonnement, il est dans la chaleur, tu vois, il est très magnétique, il a besoin de contact. Le 3, il s'expose. Et en fait, ce qui compte pour lui, c'est sa vie sociale, c'est sa vie extérieure, c'est le contact avec les autres, les échanges et tout. Il est nourri par ça. Alors que le 7, finalement, c'est tout l'inverse. Le 7, c'est la vie intérieure. Tu vois, c'est vraiment le repli sur soi. Et peut-être que c'est quelque chose que tu vis dans ta vie où tu te dis, peut-être, je comprends pas, là j'ai besoin d'être vraiment au contact, j'ai besoin de m'exprimer. Et puis peut-être des phases où au contraire tu te dis, waouh, j'aimerais bien être dans ma grotte, là que personne me parle, surtout laissez-moi tranquille, j'existe plus, j'ai besoin de calme. Et je suis polluée par le brouhaha extérieur. Dont j'ai besoin parfois, parce que le 3 il a besoin de ce brouhaha, et le 7 il a besoin de silence. Et pourquoi il a besoin de silence, le 7 ? Parce qu'en fait, il a besoin d'écouter sa voix intérieure, sa guidance intérieure. Le 7, c'est le chemin de la foi, vraiment. Donc c'est comment je vais trouver à l'intérieur de moi ma vérité. Sur le plan spirituel, le 7, il va rechercher Dieu. Quand je dis Dieu, hein, c'est pas religieux, hein, mais il a besoin de venir chercher Dieu à l'intérieur de lui-même. Et sur cet aspect spirituel du 7, une image qui pourrait bien le symboliser, c'est l'image d'un moine.
Le moine, il est méditatif, il est en retrait, il est dans le silence parce qu'il a besoin d'écouter l'intérieur. Et il recherche le sacré à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est la version spirituelle du 7, c'est normalement ce vers quoi tu dois tendre, mais il y a une autre version du 7 qui est l'aspect raisonnement, c'est-à-dire que le 7, il va rechercher du sens, donc il y a la quête de sens qui est derrière, et il y a le fait d'être peut-être dans le mental. Peut-être que parfois tu as l'impression que ça tourne encore et encore et encore, il y a besoin de comprendre, et c'est comme si ça s'arrête jamais, en fait. C'est vrai. Il y a quelque chose qu'on m'a souvent dit, alors au sens un peu mécanisme défensif, hein, mais c'est arrête d'intellectualiser. Oui. Arrête de toujours vouloir repenser les choses de toutes les manières possibles. Donc c'est vrai que, voilà. Tel un enfant sage qui écoute, comme le numéro 3 que je suis, je suis aussi sous ce versant-là. Il y a du vrai. Ouais. Et en fait, le 7, si tu veux, c'est vraiment soit, en gros, il va du côté de la quête spirituelle, entre guillemets, tu vois, métaphysique plutôt, ça serait plus juste métaphysique, soit il va rester bloqué dans le mental, tu vois. Et donc, pour cette version-là, on pourrait imaginer une personne qui est devant son PC ou dans un labo, tu vois, à faire de la recherche et à continuer pour comprendre. En fait, le 7, il a besoin de comprendre la mécanique des choses. Donc c'est un très bon technicien. Il y a beaucoup d'intelligence avec le 7. Donc tu vois, avec ta créativité et ton 7, on sait que tu es quelqu'un pour qui ça fuse. Je pense que ça fuse dans ta tête. Tu fais des liens très très vite. Ça va vite, ça fait des liens et ça va en profondeur. Et je pense que tu as la capacité à comprendre extrêmement vite et à assimiler extrêmement vite du savoir. Le 7, il a besoin de savoir. Sa nourriture, c'est de la nourriture intellectuelle. Donc il a besoin de tout comprendre, de tout savoir, il se forme. Et par rapport à ce que je vois là de toi, le fait que tu aies du 3 qui est la transmission, je pense que quelque chose qui est important, ou en tout cas dans lequel tu vas être doué, c'est comprendre, apprendre avec précision. Il y a cet aspect très technique, très méticuleux, tu vois. Donc vraiment saisir la mécanique, mais de manière très précise, et ensuite pouvoir la retransmettre, tu vois, pouvoir la partager. Parce que finalement, ton 7 et ton 3, c'est voilà, je me nourris, j'emmagasine, j'apprends, je me développe, mais tout ça, c'est pour le partager, pour le retransmettre pour l'utiliser d'une manière bien précise, la transmission. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est ce qui ressort là de ce que je vois. Donc peut-être que tu as une attirance pour les choses qui vont être techniques, peut-être pour tout ce qui va être métaphysique, tu vois, la compréhension justement des mécanismes. Ça peut être la psychologie, hein, en l'occurrence. Ça peut être tout ce qui est scientifique, tout ce qui est biologique, tu vois, toutes ces choses-là. Là où ça va être pointu. Et où il y aura un côté très terre-à-terre. Alors autant le 3, il peut être très créatif, partir dans tous les sens, autant ton 7, il va toujours rester dans j'ai besoin de rationaliser même ce qui est invisible quelque part, tu vois. Oui, c'est le côté un peu ambivalent. Cartésien, voilà. Il y a des fois, j'ai besoin de ce côté-là où je vais aller explorer la technique, et puis il y a des fois, en fin de compte, se laisser aller à quelque chose d'un peu plus spirituel et accepter tout ça. Ouais. C'est super intéressant. C'est exactement ça. Et tu vois, dans ta grille d'inclusion, donc peut-être qu'on peut montrer aussi à l'image, là, ce que je vois rapidement, je vois que tu es quelqu'un qui est extrêmement généreuse, et je pense que ta famille, c'est quelque chose... Alors, peu importe si c'est la famille que tu as construite, la famille dans laquelle tu as grandi, mais c'est quelque chose qui est certainement central pour toi. Je vois aussi que tu as des bonnes facultés à t'adapter, donc ça c'est le 3. Tu as 5 lettres, tu vois, sur la case 6, donc tu es quelqu'un qui à la fois va être perfectionniste, va être exigeant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de toi aussi, mais tu vas savoir aussi t'adapter et moduler les choses. Et il y a ce côté très enveloppant, très maternant, tu vois, 5 lettres sur le 6, on sait qu'on a quelqu'un qui prend soin de l'autre. Prendre soin, c'est important. Je le vois aussi dans la case 9, tu vois, tu as 6 lettres en 9. Et ici, ça nous indique que tu es très tourné vers l'autre. Encore une fois, c'est ce besoin d'être dans le don, d'être dans le partage. 6 lettres en 9, ça nous indique aussi que tu es certainement quelqu'un de fédérateur. Tu as besoin de rassembler. Tu vois, je pense, la personne qui va créer des événements, rassembler les gens,
faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, tu vois, cimenter, en fait. Je ferai écouter le podcast après et je demanderai confirmation à savoir si on me reconnaît là-dedans. Et puis un autre point qui est très important, et après on aura fait, sinon ça va trop s'étaler, mais tu vois, un point qui me saute aux yeux aussi, c'est que tu as besoin de structure, ça ressort sur le nombre de lettres en 4. Donc tu es quelqu'un qui a à la fois besoin de beaucoup de structure, de beaucoup d'ordre, de méthodologie, de process. Donc tu es certainement quelqu'un, justement, ta créativité autant que ton besoin de connaissances, tout ça, ça va te permettre de structurer, de mettre en place un process, une méthodologie en fait. Il y a besoin quand même de suivre cette méthodologie de manière précise. Et en même temps, il y a un extrême besoin de liberté. C'est-à-dire comme si tu as 13 lettres en 5, donc c'est énorme. Et ça indique que tu vas pas supporter de te sentir enfermé. Donc tout ce qui va te bloquer, en fait, pourrait t'angoisser. Et avec autant de lettres en 5, tu pourrais même être quelqu'un qui somatise, par exemple, dès que tu sens dans une situation où tu te sens bloqué, typiquement faire de l'eczéma, je sais pas, une crise d'asthme, tu as des problèmes respiratoires, des problèmes de peau. Tous les symptômes d'un corps qui sent qu'il étouffe. En fait. Donc il y a vraiment ce besoin de liberté, de pouvoir faire à ta manière, tu vois, de pouvoir faire les choses à ta manière, d'avoir besoin quand même de process, mais qui ne te sont pas imposés par l'extérieur. Il y a ce besoin d'avoir la maîtrise, tu vois, de ne pas être dirigé par l'extérieur. Je vois et je suis cernée. Merci à toi en tout cas, Marine. Avec plaisir. Alors justement, on sort un petit peu de la numérologie, dans ce que tu disais par rapport à ce que tu as pu relever de moi. Parfois, il y a besoin de quelque chose de très structuré. Ouais. Mais parfois, on a aussi besoin de laisser place à un petit peu plus d'intuition. Et ça, c'est quelque chose que tu connais. Parce que l'intuition, tu dis qu'il est difficile de transformer son existence en écoutant uniquement la voix du mental. Ouais. Comment tu vois cette guidance intérieure et comment est-ce qu'on apprend à l'entendre sans forcément tomber dans quelque chose d'ésotérique ? Ouais. Y a un point important que tu viens de dire, c'est sans tomber dans une dimension ésotérique, mais je crois qu'on va en parler après, donc j'en parlerai après. Mais ça, c'est très important parce que la plupart des méthodes pour justement développer cette intuition, développer cette guidance intérieure, elles sont très tournées justement vers des pratiques ésotériques ou vers des réponses qui sont à l'extérieur de soi. Or moi j'ai la conviction que c'est toujours pareil, dès qu'on remet quelque chose à l'extérieur de soi, finalement on délègue notre pouvoir créateur. Et la chose qui est importante, c'est de revenir à l'intérieur de soi et d'écouter ces petites voix. Tu sais, on a toujours 2, 3 voix, enfin même plus d'ailleurs, dans une situation, et on sait pas laquelle écouter. Et souvent, ce qu'on va écouter, et notamment si notre système nerveux, à ce moment-là, il est en mode survie, on va plutôt écouter le mental. Le mental, sa fonction, c'est finalement de nous protéger, de nous maintenir dans ce qu'on connaît. Or, quand on veut transformer sa vie, si on passe notre temps à répondre à ce qu'on connaît et à choisir tout le temps la sécurité, parce que, je reviens sur le système nerveux, mais c'est complètement en lien, le système nerveux, il va préférer finalement la sécurité de la souffrance connue que l'insécurité que peut générer finalement la promesse d'un bonheur inconnu. Tu vois. Donc il va toujours choisir ce qui nous maintient dans ce qu'on connaît. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir vivre. Même si ça fait mal, même si ça fait peur. Et oui, c'est pour ça qu'on reste souvent dans des schémas de souffrance et qu'on se dit mais pourquoi j'arrive pas à sortir ? Mais en fait, on reste quand même. On est bloqué parce qu'on a certes le système nerveux en mode survie, mais aussi parce qu'on n'entend pas la voix finalement de notre conscience, ou certains pourraient l'appeler âme, qui elle veut quelque chose de plus grand. Et on doit réapprendre à entendre ces petites voix-là pour pouvoir les écouter. C'est pour ça que tout ce travail sur le système nerveux, c'est super, parce que justement, on rouvre les portes de l'abondance. Quand je parle de l'abondance, je parle de l'abondance globale, c'est-à-dire l'accès à tout ce que la vie nous propose en illimité. Avec la numérologie, on apprend à comprendre qui on est et comment on fonctionne dans ce monde-là. Mais tout ça, ça suffit pas si après on n'est pas en mesure d'entendre nos appels intérieurs pour pouvoir y répondre. Donc c'est pour ça que cette partie sur l'intuition, elle me semble essentielle, et on doit s'en remettre à soi finalement. Tout à fait. C'est des choses qu'on doit trouver à l'intérieur de soi. Et si je comprends bien, faut pouvoir s'en remettre à soi
pour après s'axer sur le versant télépathie quantique. Parce que, est-ce que le versant télépathie quantique, c'est un peu une communication de cerveau à cerveau? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, dis-nous en plus. En fait, comme je l'expliquais en introduction, la relation cerveau-cerveau, on s'en fiche. Enfin, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. En tout cas, moi, personnellement, ça m'intéresse pas parce que ça nous apporterait rien. Si tu veux, moi, je pars du principe, donc pour créer la télépathie quantique, je me suis beaucoup basée sur la physique quantique. D'accord. Sur le fonctionnement quantique du monde, de la réalité finalement. Et c'est ça qui nous explique quels sont les mécanismes qui font qu'on crée, qu'on façonne notre réalité. Donc, la physique quantique, elle nous dit qu'on baigne dans un champ d'informations qui est neutre, mais qu'en fait, toutes les informations, toutes les réponses sont là autour de nous, donc autour de nous, en nous, peu importe, et qu'on y a accès. Le seul truc, encore une fois, c'est que dès qu'on est dans le mental, on n'accède plus à tout ça, en fait. On se ferme à une unique compréhension qu'on a des choses, qu'on a de la vie, de ce qu'on vit. La télépathie quantique, c'est l'art de redevenir conscient, de redevenir présent de toutes les informations qui sont là, autour de nous, auxquelles on n'a pas accès quand on est bloqué dans le mental. Tu vois ? Et c'est finalement l'ouverture, du coup, au champ des possibles. Tout à l'heure, je disais, au-delà de ce que je comprends là dans ma situation, c'est quoi les autres interprétations ? Tu vois, on parle aussi de ligne de temps, c'est-à-dire quelle autre version, quel autre scénario est possible dans ce que je suis en train de vivre là. Et la télépathie quantique, c'est vraiment cet état de présence, de connexion à la vie et de aussi distanciation avec toutes ces histoires, toutes ces interprétations, toutes ces projections, pour avoir accès à un maximum de neutralité. Okay. C'est-à-dire, je m'extrais de ce que je suis en train de vivre, je regarde ça de plus haut pour comprendre quel est le sens. Et c'est pas moi qui cherche le sens avec ma tête, parce que sinon je vais encore une fois me restreindre à ce que je connais ou à ce qui va me rassurer. Mais je vais chercher le sens au-delà de ce que je connais. Donc la télépathie quantique, c'est vraiment l'art de redevenir conscient, et c'est rentrer dans un dialogue profond avec la vie. Oui. Et c'est pas un dialogue de cerveau à cerveau. Mais c'est entre soi et soi-même, alors, si je comprends bien. Ouais, exactement. C'est entre soi et soi-même, c'est rentrer... c'est finalement laisser la vie pleinement s'exprimer à travers nous, sans chercher à la contrôler, à la maîtriser, et entendre les messages de la vie. Et dépasser, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu dis, tu vas me dire si je suis dans le vrai, mais dépasser nos biais cognitifs. Ouais. C'est-à-dire que parfois, on peut tout voir en blanc ou en noir sans cerner le juste milieu. Exactement. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser la situation que je suis en train de vivre, qui peut-être se répète et du coup, prendre un petit peu de hauteur pour saisir ce milieu qu'il n'y a pas justement dans ce biais cognitif-là. Ouais, c'est exactement ça. Ça nous permet d'avoir un truc qui est essentiel pour l'humain, c'est le discernement. Et en fait, on n'a pas... Quand on est en train de vivre un truc, on n'a aucun discernement, parce qu'on est en train de le vivre par définition, tu vois. Donc comment on peut, tout en étant en train de le vivre, en même temps avoir du recul sur ce qu'on vit, tu vois, pour avoir une autre lecture de ce dont on est en train de faire l'expérience. C'est pas être en train de fuir, tu vois, ou de s'extraire. C'est ce double regard. Oui. C'est à la fois je le vis, à la fois je suis conscient de tout ce qui est en train de se jouer. Tu vois, et justement pour m'extraire finalement de ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais de cerveau à cerveau, moi quand j'enseigne la télépathie, j'enseigne aux personnes à devenir télépathes. Donc télépathe pour soi-même, donc justement retrouver cet art d'être guidé par la vie finalement, d'entendre les messages, de décoder les messages. Tu sais, on parle souvent des synchronicités, ah tiens il y a une plume, ça veut dire que... Mais c'est ton cerveau, c'est ton mental qui interprète. Oui, et pourquoi il fait cette interprétation à ce moment-là d'ailleurs ? Et est-ce qu'elle est juste ? Puisque c'est ton mental qui l'a produit, c'est pas neutre. Le mental, il est jamais neutre. Donc là, c'est ok, tiens, la vie semble m'envoyer un signe. Au-delà de ce que je crois comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment. Est-ce que c'est un exercice qui peut être difficile avec les personnalités contrôlantes, ça ? Oui, ça demande un entraînement. Ça demande d'arriver à se détacher du contrôle. Ouais. Mais du coup, c'est un super outil. On parle de lâcher prise, mais c'est toujours pareil. On revient au système nerveux. Avant de pouvoir lâcher prise, ton système doit être en sécurité. C'est pour ça que finalement, tout est lié. Et pour refaire le lien sur la communication cerveau-cerveau, donc devenir soi-même son propre guide, et pour ceux qui le souhaitent aussi, c'est devenir le télépathe de l'autre. C'est-à-dire trouver la capacité de transmettre à l'autre ses propres messages. Moi, quand je fais des séances de télépathie, je deviens le messager de l'autre. Parce que
on n'est pas, en général, on n'arrive pas nous-mêmes à entendre cette voix et on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous délivrer nos messages, tant qu'on n'a pas appris à le faire soi-même. Et donc là, on ne communique pas de cerveau à cerveau, mais de champ d'information à champ d'information, de conscience à conscience. En fait, si tu veux, pour moi, c'est nos deux consciences, nos deux champs d'information individuels qui se rejoignent dans un autre espace-temps, qui communiquent. Et moi, du coup, je deviens le canal de cette communication. C'est-à-dire que je te transmets à toi-même tes propres messages. Pas les messages d'un guide, de je sais pas qui, je sais pas quoi. Mais je comprends, ouais. Ce qui se trouve dans ton champ d'information m'est communiqué. Je vais pas le chercher dedans, et c'est pour ça que c'est pas intrusif, c'est pas invasif. C'est pas moi qui vais chercher dans ton champ d'information l'info. C'est ton champ d'information qui communique au mien une information. Oui, et puis quelque part, point important, c'est que tu viens mettre en mots ce que peut-être la personne n'arrive pas à verbaliser. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est souvent ce qui se passe, parce que les personnes, elles découvrent jamais un truc en séance de télépathie. Souvent, c'est « mais oui, je le savais, ah merci, c'est exactement ça, j'arrivais pas à le définir ». Et en fait, on apporte de la définition, des confirmations. Tout à fait. Et c'est extrêmement précis. Et du coup, ça te permet d'être éclairé, toi, sur toi, ce que tu vis, mais aussi quand tu as des choix à faire, des décisions à prendre, ça te permet aussi, justement, de t'orienter différemment pour, justement, choisir le rêve, le désir, plutôt que la peur. Oui, parce que quand on est figé, pour reprendre les termes justement qui vont avec le système sympathique, quand on est figé, on peut aussi être bloqué dans sa verbalisation, dans le fait de transmettre des faits qui correspondent au contexte qu'on est en train de vivre. Et je trouve que tu mets bien ça en mots, c'est-à-dire que voilà, mon travail, c'est aussi à travers le fait que je mette en mots quelque chose qui vous correspond, et je vous aide à aller mieux pour pouvoir après récupérer tout ça et vous l'approprier. Ça appartient déjà à la personne. Exactement. Mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est... merci, on prend et on repart avec. Quoi. Ouais, exactement. En fait, on rend... Tout à l'heure, on disait qu'on est dirigé beaucoup par l'inconscient. En fait, c'est le même travail qu'on fait, mais sur d'autres plans. C'est-à-dire qu'on fait passer l'information du stade d'information invisible, subtil, à le stade de quelque chose de concret. Donc on met quelque chose en lumière, et du coup ça cesse d'être inconscient, ça devient conscient, et donc forcément ça dirige beaucoup moins la personne. Tu vois, ça donne du sens, donc c'est bien parce que le mental, pour le coup, il est content, il est rassuré, il a son sens, en général, mais en même temps, si tu veux, c'est comme si l'information, on l'a fait changer d'état. Elle passe d'invisible à visible. À partir du moment où on l'a verbalisée, c'est-à-dire qu'on lui a donné corps par la voix, on crée déjà une transformation dans le champ de la personne. Tu donnes vie. On donne vie, exactement. Et ça, on le fait pour l'autre, mais on le fait pour soi aussi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Oui, je suppose que à travers ce que tu arrives à donner, tu grandis toi-même dans ton métier. Exactement. Ouais, parce que à chaque fois, c'est une découverte des mécanismes humains. Moi, je découvre tellement de choses, parce que finalement, tu te déconnectes de ce plan, de cette réalité matière, et tu vas explorer ce qui se passe sur d'autres plans sans limite. Tu vois, c'est vraiment, j'ouvre tous les possibles, c'est-à-dire moi, je me restreins pas à ma compréhension, à ma connaissance de l'humain, justement. Et du coup, je découvre en permanence des fonctionnements, mais c'est tellement... c'est fascinant. S'extraire de cette réalité pour voir, en gros, les coulisses. Je dis toujours, c'est les coulisses de la vie. En illimité, c'est juste fantastique, tout ce que tu peux voir. Et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est le super pouvoir qu'on a, parce qu'on peut tous le faire. C'est pas un don. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut avoir un don. Non, c'est pas un don, c'est une compétence qu'on a tous et qu'on peut tous développer. Est-ce qu'on va avoir envie de le faire? Est-ce que c'est notre voie de le faire? C'est autre chose. Mais en fait, c'est une capacité humaine, c'est un super pouvoir qu'on a de vivre bien au-delà de ce qu'on peut percevoir, de ce qui est tangible, en fait. Oui, il faut que ça parte d'un besoin et que après se déclenche aussi la motivation. Exactement. Et tu parlais justement de fonctionnement, de se découvrir. Ça m'amène justement à évoquer un aspect de toi-même dont tu étais d'accord qu'on parle aujourd'hui. C'est le fait que toi, tu aies un trouble du spectre autistique. C'est quelque chose que tu as choisi de partager publiquement. Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur la façon dont ça a pu changer ton parcours et ta vie, et notamment à travers ce que tu transmets professionnellement aujourd'hui? Alors moi, c'est quelque chose qui a toujours été présent, parce que c'est présent avant la naissance, mais j'ai découvert ça tardivement, Oui. et ça a donné beaucoup de sens, en fait, ça a apporté beaucoup de sens à tout ce que j'ai vécu depuis le départ. Évidemment, découvrir ça m'a permis de mieux me comprendre, et aussi justement de mieux respecter mes besoins spécifiques, de mieux respecter mes fonctionnements, notamment dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie d'entrepreneur. Parce que comme tout le monde, on essaie de se conformer à quelque chose, et puis parfois on se sent parfois écrasé par un mode qui nous correspond pas. Et quand on comprend mieux nos fonctionnements, on peut s'adapter à nos fonctionnements, trouver des manières de travailler qui nous correspondent, et ça m'a beaucoup aidée. Et ce que ça m'a permis aussi de faire, c'est de me recentrer sur... J'aime bien parler de super pouvoir, mais je vais encore en parler. De comprendre qu'en fait, tous les chaos que j'ai pu vivre et que j'ai dépassés à chaque fois, finalement, étaient aussi le terreau de tout ce que j'avais à faire sur cette terre. Moi, comme tu as compris, ma quête, c'est la liberté, c'est le pouvoir créateur, c'est la souveraineté, c'est le leadership intérieur. Et en fait, l'autisme, ça te crée vraiment une prison intérieure. Ça te crée plein de limitations intérieures, plein de peurs, de l'anxiété, plein de spécificités qui font que finalement, t'es enfermé à l'intérieur de toi. Et du coup, c'est comme si ça m'a permis de comprendre que vivre cet enfermement intérieur, c'est exactement ce qui m'a permis d'avoir cette quête de liberté, tu vois, de compréhension, parce que le cerveau autiste, il a besoin de tout comprendre, il a besoin de tout contrôler, il a besoin d'aller en précision, en profondeur, et du coup, c'est aussi un super pouvoir, c'est ce qui fait que dans tout ce que je fais vraiment dans la profondeur, que je vais essayer d'apporter le maximum de richesse, de transparence, etc. Donc, si tu veux, ça m'a permis aussi de recentrer ma vie sur ces super pouvoirs-là, qui m'ont été donnés par quelque chose à la base qui est quand même plutôt handicapant, tu vois. Et donc de voir aussi comment je peux dépasser, comment je peux transcender ça pour en faire un miracle et pas juste un chaos. Mais c'est très beau, tu as réussi à faire de ce que tu dis handicap une force aujourd'hui. Il y a une particularité dans l'autisme de la femme, c'est que c'est vrai que ça peut arriver que ça soit diagnostiqué tardivement, parce que la femme est plus malléable, elle arrive à mieux dissimuler certains signes de l'autisme. Toi, tu as été diagnostiquée à quel âge ? Rapidement, ce que je pourrais dire, c'est que c'est des difficultés que j'ai eues depuis toujours, qui m'ont demandé justement d'être toujours dans le dépassement de soi, justement, si tu veux, depuis toute petite, j'ai toujours senti ces grandes limitations intérieures, et en fait, il y a eu un truc au fond de moi qui était tellement fort de me dire, il est hors de question que je reste emprisonnée comme ça. Et en fait, même si j'ai peur, j'irai. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, la peur, c'est un blocage, mais c'est aussi un truc que j'ai tout le temps dépassé, j'ai toujours appris. C'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle. J'ai toujours fait des choses qui m'effrayaient, parce que quand l'appel des tripes était trop puissant, tu vois, je me suis toujours dit, il faut que j'écoute ça. Même si j'ai peur, j'y vais. J'ai grandi avec beaucoup de peur. Et heureusement, j'ai eu un entourage très bienveillant, des parents qui m'ont beaucoup accompagnée au travers de toutes ces difficultés-là. Et à l'époque, on ne savait pas que j'avais un TSA, parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Oui. Et j'ai découvert ça grâce à ma fille, qui a été suspectée, elle, de TSA. Je connaissais pas l'autisme à la base. Et quand on l'a suspectée et que j'ai découvert ce que c'était, je me suis dit, mais là, il y a un truc là. Il faut creuser, il faut explorer. Parce que quand je vois toutes les caractéristiques, quand je vois elle, ce qu'elle développe comme trouble, et ce que moi, j'ai eu depuis toujours, je me suis dit, si elle a un TSA, fort probable que moi aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait l'exploration pour elle. Et donc, en fait, on a un diagnostic qui est à moitié confirmé. Et ma grande question, puisqu'en plus, moi, je crois très fort à l'effet miroir dans la vie, et que je sais, j'ai la croyance vraiment que la vie est le miroir et le reflet de notre état intérieur, forcément, dans nos relations, ça se retrouve, et principalement aussi chez nos enfants. Et donc, sachant ça, je me suis dit, est-ce qu'il est possible, et j'en ai parlé aux professionnels qui nous ont accompagnés, est-ce qu'il est possible qu'elle n'ait rien, mais que moi, je sois autiste, et que par effet miroir, comme elle grandit avec moi, par effet d'imitation, finalement, elle développe des caractéristiques d'une personne autiste,
sans l'être elle. Elle reproduit ce qu'elle a, en Par fait, comme mimétisme, schéma. en Ouais. fait, de te voir faire de telle ou telle manière, c'est Voilà, ça? Oui. d'avoir des fonctionnements, en fait, parce que Mhm. les enfants, ils calquent leur fonctionnement en partie, pas que, Bien sûr. mais sur les personnes avec qui ils grandissent. Et donc, j'ai pas la réponse pour elle, j'ai pas poursuivi l'exploration, mais moi, du coup, je l'ai finalisé pour moi, et ça m'a confirmé, en tout cas pour ma part, que moi, j'ai bien le TSA, et ça a mis beaucoup de sens, enfin, du sens sur tout ce que j'avais vécu, sur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mes super pouvoirs aussi, Mhm. sur toutes les choses que les gens qualifiaient de bizarres chez moi, et que j'avais tendance à rejeter, mais que du coup aujourd'hui je rejette plus, tu vois, des traits de fonctionnement que je rejette plus, que j'ai accepté et justement sur lesquels je m'appuie. Mais oui, tout ça, ça a été possible grâce à la maternité finalement. Oui. Parce que en fait, j'ai passé ma vie à dépenser beaucoup d'énergie à m'adapter. Tu parlais du diagnostic des femmes autistes. Qui arrive tardivement, souvent. Ouais, parce qu'on masque, en fait, on s'adapte et on Tout à passe fait. entre les mailles du filet. C'est ce que j'ai fait, qui m'a coûté beaucoup, enfin, presque même la santé, parce que des fois, j'étais dans des états émotionnels et physiques pas terribles. J'ai fait aussi de burn-out. J'ai compris après pourquoi. Quand je suis devenue maman, en fait, j'ai eu beaucoup moins d'énergie pour toutes ces stratégies d'adaptation. Et c'est là où tout m'a explosé à la figure et où en fait, là où avant j'arrivais à m'adapter et où les gens ne voyaient pas en fait la réalité que moi je vivais intérieurement, parce qu'il y avait la réalité que les gens voyaient et puis la réalité vécue réellement que j'arrivais très bien à masquer. Et subitement, j'avais plus l'énergie pour faire ça. Et là où j'arrivais à m'adapter avant, je pouvais plus le faire, j'étais plus en capacité, simplement je n'avais pas l'énergie pour le faire. C'est là où tout m'a sauté à la figure. Et où je me suis dit, mince, qu'est-ce que t'as changé mais en fait, non, j'ai pas changé. J'ai juste plus eu le choix, en fait, de devoir vivre ce qui se passait réellement en moi. Oui, de plus masquer, de plus Ouais. voilà, enfouir au plus profond de toi tes sentiments. Il Ouais. fallait comprendre pourquoi. Ouais. Et puis il fallait affronter tout ça. Oui, exactement. En tout cas, c'est une belle histoire parce que c'est ta fille qui t'a emmené vers ta guérison intérieure. Ouais, exactement. En fait, elle a été la prochaine pièce dans cette immense mosaïque finalement de la vie et des mécanismes en fait. Et elle a été vraiment le déclencheur, le miroir parfait pour que je poursuive le chemin. Et je pense que ça peut être une belle conclusion de ce podcast avant juste de reprendre sur le petit message que toi tu souhaites donner, mais c'est le pouvoir aussi qu'ont les enfants. Tout à l'heure, tu disais les enfants, ils se posent pas la question de savoir comment faut positionner le corps, s'ils ont envie de courir, ils courent, s'ils ont envie de se tourner, ils tournent, s'ils ont envie de chanter, ils chantent, et ils peuvent aussi guérir. Exactement, ouais, c'est un de leurs super pouvoirs. Tout à fait. Toi, si tu devais laisser un seul message aux personnes qui se sentent coincées aujourd'hui dans leur vie, que ça soit professionnel, que ça soit affective, celles qui aspirent à vivre plus grand mais qui n'osent pas encore, ça serait quoi ? J'ai envie de reprendre une phrase du Dr Wayne d'ailleurs que j'adore et qui dit à peu près, peut-être pas exactement ces mots-là, mais si vous changez la manière dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Et pour moi, le pouvoir créateur, il se passe ici, dans une chose qu'on n'a pas pu aborder, mais c'est vraiment notre pouvoir créateur, où il se trouve, c'est dans notre attention. Où est-ce que je mets mon attention ? Comme on dit l'énergie suit l'attention. Donc, partout où je mets mon attention, je focalise mon énergie, et donc je vais aller créer les choses sur lesquelles je fixe mon attention. Donc, ce que je regarde et comment je décide de le regarder, c'est là précisément où se trouve mon pouvoir créateur, enfin pour moi, c'est là où se trouve notre liberté. Ça nous permet de choisir ce qu'on regarde, ce qu'on regarde pas, où est-ce qu'on met notre énergie. Et ça nous permet aussi du coup de revenir à notre posture, parce qu'au final, ce qui crée, c'est notre posture. Donc ça, c'est la première chose, et la deuxième, ça serait de se rappeler qu'on a toujours le choix. Et je sais que ça peut culpabiliser les gens, et en fait, de se rappeler que dans une situation inconfortable, même si on y reste, on peut choisir de rester, même si c'est douloureux. Et en fait, le fait de se rappeler qu'on choisit, je trouve que ça permet de redevenir libre, en fait, de redevenir acteur. C'est-à-dire, je deviens conscient que je suis pas en train de subir une situation, mais que si je reste, c'est aussi parce que je l'ai décidé, parce qu'il y a tel et tel éléments qui font que, aujourd'hui, je me sens pas capable de faire autrement, mais je décide de rester là-dedans. Ouais, c'est faire intervenir une pensée alternative, en fait. Ouais, quelque part, c'est ça, et c'est redonner son pouvoir dans ce qu'on vit.
C'est me dire, ok, j'ai le choix de subir, j'ai le choix de vivre autre chose, et je choisis pour l'instant de continuer à subir ça, et c'est ok parce que je l'ai choisi. Du coup, j'arrête d'être en mode victime, je suis plus ma propre victime, mais du coup, je me remets au cœur, je me replace au cœur finalement de mon expérience. C'est très parlant, mais d'ailleurs, si on veut se resituer au cœur de son expérience et se faire accompagner par toi ou par l'une de tes formations, comment on fait? Comment ça se passe? Alors, on peut me retrouver sur YouTube, on peut me retrouver sur Instagram, sur lesquels je suis assez présente. J'ai également un site internet, et tout ce que je propose, c'est en version numérique. Ok. Parce que j'ai à cœur que, comme on l'a compris, que les personnes soient autonomes sur leur parcours. Et pour moi, l'autonomie, ça passe aussi par l'accès libre à tous les enseignements tout au long de ta vie. Bien sûr. Donc, tout ce que je propose est au format numérique. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé tout ce qu'on a vu là, et plus encore, sur un autre pilier qui est la mécanique invisible. J'ai rassemblé tout ça pour faire un programme unique qui s'appelle Masterpiece. Et ça, c'est vraiment destiné aux personnes qui ont envie de tout avoir au même endroit. D'accord. Parce que tu vois, moi, ça m'a pris plus de 10 ans de me former à droite, à gauche. Et en fait, fallait tout rassembler. Ouais, j'ai tout centralisé, j'ai tout synthétisé en fait. Et donc, l'ensemble de mes formations, elles sont disponibles à l'unité pour les gens qui veulent se former uniquement à la numérologie, uniquement au système nerveux, uniquement aux matrices ou à la télépathie. Mais il y a aussi cette possibilité de faire ce pèlerinage et de pouvoir explorer librement, de prendre son temps pour aller explorer ces dimensions, soit simultanément, tu vois, parce que tu peux suivre les formations simultanément, soit vraiment sous forme de cycle, et te dire, là, je commence par le cycle du système nerveux, par le cycle de la numérologie, etc., avec ce même fil conducteur, qui est vraiment de maîtriser des outils pour devenir son propre guide. Donc ça, c'est dans Masterpiece qui est une synthèse, un condensé de tout ça. Et bravo, c'est un super projet, et d'autant plus, ça s'adapte très bien au monde d'aujourd'hui où, en fonction du temps qu'on a à sa disposition, si on travaille et qu'on n'est pas en moment off, on peut caler une de ces formations entre deux et voir vers quoi ça porte et si ça parle pour engendrer ce changement dont quelqu'un pourrait avoir besoin. Exactement, ouais. Et puis pour les personnes qui préfèrent le présentiel, je précise aussi que j'anime régulièrement des ateliers en présentiel. D'accord. Donc sur l'Île-de-France, principalement 77, 94, 91. Ok. Et donc c'est des ateliers de 2-3 heures sur des thématiques spécifiques, par exemple sur la numéro, sur la télépathie, etc. Donc c'est pas des formations complètes, mais pour les personnes qui ont déjà envie de découvrir ou de vivre une expérience en réel, parce que des fois c'est quand même sympa aussi, il y a cette alternative. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on diffuse toutes les informations à la suite dans la bio de ce podcast. Avec plaisir. Et en tout cas, un grand merci Marine, parce que tu nous as apporté plein d'informations, tu m'as beaucoup appris également, et c'était super intéressant. Merci beaucoup à toi et puis à tous pour cet accueil et cette possibilité de venir partager tout ça surtout. Génial, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté En Fait. Suivez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, ainsi que toutes les autres plateformes pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très vite.